On accueille Annabelle Delestre, vous êtes fondatrice et CEO de Lidix. En un mot, Lidix? Alors Lidix, c'est une plateforme qui optimise la gestion des successions pour les assureurs notamment et l'assurance vie pour commencer. Voilà, donc on digitalise le système. Très bien, et donc vous n'avez pas du tout le même parcours que notre intervenant précédent puisque vous avez eu une carrière de salarié dans le marketing digital. Vous avez passé notamment 8 ans à G2R La Mondiale. Comment vous en êtes arrivé d'un seul coup, à créer votre boîte? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors déjà, en fait, moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention précédente et je pense que si le milieu avait été le même quand j'ai fini mes études, je pense que j'aurais eu envie de faire pareil, parce que le monde de l'entrepreneuriat a beaucoup changé ces dernières années. Pour ma part, j'ai effectivement une carrière plutôt de salarié au départ, en banque, en asset management et puis plus récemment dans le domaine de l'assurance, assurance vie. Alors, un parcours plus classique, évidemment, avec en même temps émaillé quand même d'initiatives. Au passage, j'ai été notamment productrice de théâtre. Je suis aussi trésorière d'une association depuis très longtemps, donc tout ça m'a amené déjà à lever des fonds, en fait, dans mon passé. Et puis, tout à fait passionnée par l'innovation et la créativité. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment un choix de deuxième partie de carrière, en fait. L'envie de créer ma société, de choisir mes associés et d'inventer un nouveau business, vraiment. Et comment vous avez réussi à sauter le pas? Du jour au lendemain, vous vous êtes dit, ça y est, c'est le moment, j'y vais? Oui, en fait, si, ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire que, en fait, je m'intéressais beaucoup au milieu de la fintech, ça me passionnait beaucoup, j'étais déjà dans des activités qui étaient liées au digital, au financier depuis des années. J'ai assisté, je ne sais pas, au premier salon France FinTech, je rencontrais aussi beaucoup d'acteurs déjà, j'avais très envie de sauter le pas. Je dirais à peu près au même moment, il y avait un autre poste qui m'était proposé, mais en fait, j'ai vraiment fait ce choix-là volontairement, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est du côté de l'aventure. Voilà. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, les possibilités d'aventure, en fait, sont pas si nombreuses que ça. Elles existent, je sais pas, pour les sportifs, par exemple. Mais dans le monde du travail, créer une entreprise, c'est une aventure, je crois, vraiment. Exactement. Et est-ce que dans cette aventure, il y avait des difficultés auxquelles vous ne vous attendiez pas avant de vous lancer? C'était quoi? Que ça, en fait. Énormément de difficultés. Et donc voilà, effectivement, je pense que si on n'a pas à la fois beaucoup de... Primo, une grande capacité de travail quand même et de résistance aussi par rapport aux difficultés qu'on rencontre, il ne faut pas y aller, parce que les difficultés sont très nombreuses. Moi, j'avais la chance d'arriver dans un milieu... alors, je suis sur du B2B, donc comme mon prédécesseur, il s'agit quand même de convaincre des acteurs d'un milieu qui est réputé conservateur et très régulé. J'avais l'avantage d'avoir à la fois, je dirais, des diplômes et une expérience qui pouvait les rassurer. Mais en fait, quand on commercialise un service SaaS, ça veut dire que quelque part, c'est un risque pour le client d'ouvrir ses systèmes et son entreprise à une start-up. Donc en gros, au départ, vous êtes 4 ou 5, ils sont des milliers, donc c'est un rapport très inégalitaire. Voilà. Et comment vous avez réussi justement à les convaincre? Vous me disiez, les corporates, ils ont du mal un peu à bouger, ils sont un peu statiques. Alors, de ce point de vue-là, qu'on soit tout jeune entrepreneur ou qu'on démarre un peu plus tard, dans les deux cas, j'ai trouvé très juste le fait de devoir rencontrer les gens et comprendre ce qui se passait. Et en fait, de ce point de vue-là, les gens sont ouverts. C'est-à-dire que, effectivement, à travers le réseau, à travers LinkedIn, il y a 1000 manières de contacter les gens. Et nous, on a vraiment eu envie de creuser et de comprendre à fond comment ça marchait, ce système de succession, d'assurance vie. C'est des sujets super compliqués. Et en fait, les gens, ils sont plutôt contents d'en parler. Et comme c'est aussi des sujets très régulés, finalement, ça donne accès aussi aux dirigeants des compagnies, aux dirigeants des banques, parce que c'est des sujets qui remontent régulièrement au COMEX. Donc, dès que vous en parlez, en fait, il y a une écoute quand même. Et grâce à ça, j'ai eu des contacts privilégiés assez vite. Et puis après, il y a tout le développement via l'écosystème. Donc moi, pour ma part, j'ai vraiment démarré le projet au SWEV. Enfin, maintenant, c'est Paris Synco Banque Assurance. Donc ça, être en incubateur, ça aide aussi à trouver des relais. Et puis, toutes les rencontres qu'on fait avec d'autres entrepreneurs pour trouver un peu les techniques, on va dire. Et vous êtes concentré sur un sujet particulier, mais à la base, vous aviez beaucoup d'idées? Oui, trop.
En fait, c'est ça la difficulté, et ça c'est en parlant avec des entrepreneurs que j'ai pris ce choix-là. C'est vrai que le monde de l'assurance vie est finalement un monde quand même encore assez paperasse en fait. Il y a du digital qui est arrivé, notamment dans le domaine de la distribution, beaucoup de choses grâce à tout ce qui est robo-advisor, mais c'est plutôt du côté du courtage en fait, de la distribution B2C. Le reste, et j'étais bien placée pour le savoir, puisque moi-même, je m'étais occupée de tas de sujets d'extranet et de choses comme ça dans le passé. Donc, j'avais effectivement plein d'idées qui ne concernaient pas spécialement que la gestion de succession, mais qui concernaient en fait tous les outils qui pouvaient aider à la fois les conseillers et les épargnants. Mais c'est très important quand on lance une boîte d'être vraiment identifié et très clairement situé sur un maillon de la chaîne de valeur, parce que sinon on n'est pas audible en fait. Voilà. Et du coup, ça n'a pas été difficile de vous concentrer sur un seul sujet quand on a ce foisonnement d'idées? Alors si, c'est difficile parce que voilà, c'est un choix et donc tout choix élimine les autres, donc c'est difficile. En même temps, c'est un choix qu'on a fait aussi de façon concertée avec mes associés, puisque très vite je me suis associée avec d'autres personnes pour monter le projet. Et puis en fait, paradoxalement, quand on rentre dans un sujet précis, on se rend compte qu'il est beaucoup plus vaste en fait que ce qu'on croyait. Et que finalement, c'est pas frustrant, c'est le contraire. En fait, même derrière un petit sujet, il y a des montagnes de choses à traiter. En fait, voilà. Très bien. Et vous avez parlé de vos autres expériences. Vous avez été productrice de théâtre, trésorière dans une association. En quoi ça vous a nourri? Ça nourrit votre parcours d'entrepreneuse? En fait, j'avais déjà fait ça, je crois, parce que j'avais envie aussi de cette liberté, de cette autonomie et de travailler d'une manière où on peut créer un projet, en fait, aller chercher. Donc évidemment, ça m'a beaucoup apporté, parce que quand on monte une boîte, il y a aussi toute cette dimension, faut créer sa structure, faut recréer l'organisation, la messagerie, le système de travail, monter sa plateforme. Et donc, je pense que si on est un petit peu dans des cases ou très spécialisé sur un sujet, c'est juste très difficile. Alors que si on a déjà une expérience, par exemple, là, moi en l'occurrence, c'était association ou production de théâtre, et ben en fait, on est habitué à gérer des choses très pluridisciplinaires. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup le pluridisciplinaire, même si j'ai pas mal de spécialisations, même on va dire produits, fiscalité, tout ça. J'aime bien quand même avoir une vue 360. Ouais. Un peu touche à tout, c'est vrai que c'est ce qui qualifie souvent les entrepreneurs. Ouais. Vous pensez que c'est une histoire de caractère aussi, de se lancer dans une telle aventure? Je crois quand même, oui, parce qu'effectivement, il faut avoir envie d'avoir cette pluridisciplinarité. Et c'est à la fois ça et l'énergie qui va avec aussi. Voilà. Et donc, vous n'êtes pas partie seule, vous êtes bien entourée. Comment vous avez choisi vos associés? Alors, mon premier associé, je l'ai contacté, en fait, tout simplement, c'est Bruno. Je l'avais recruté à l'époque quand j'ai lancé les premiers sites d'asset management et d'épargne salariale chez Amundi. Et comme lui, en fait, il avait monté une société entre-temps qu'il avait revendue, ça a tombé bien parce qu'en fait, il avait envie d'une aventure plus collective. Donc, il m'a tout de suite rejoint sur la partie direction de projet et design. Je dis design, c'est super important parce que c'est une des choses qu'on amène chez Lidix, c'est l'UX. Et sur des sujets aussi complexes que les gestions de succession, le fait d'avoir des UX super bien pensés, ça change complètement la vie aussi bien des collaborateurs que celle des utilisateurs, bénéficiaires, héritiers, etc. Donc, un premier associé, c'était Bruno. Par contre, on a eu plus de mal à vraiment trouver notre CTO. Voilà, donc ça, c'est venu un ou 2 ans plus tard. Et puis là, plus récemment, on a associé une 4e personne, qui est Karine, une ancienne Karine Gineste, qui était consultante finance et que j'avais connue à la Mondiale, qui est super complémentaire avec nous pour développer le business, qui connaît bien aussi le monde de nos partenaires. Voilà. Et dans cette aventure, est-ce qu'il y a une difficulté en particulier qui vous a marqué? Comment vous l'avez surmontée? Oui, alors la difficulté, en fait, elle est surtout liée au cycle de vente, en fait. Ça, je pense que tout le monde le sait, c'est assez banal, mais c'est quand même une réalité. On est quand même dans une culture française assez conservatrice, où les gens vont réfléchir pendant des mois avant de prendre des décisions. Des fois, nous, on se dit, côté start-up, ce serait quand même tellement plus simple d'essayer et de jeter le truc au bout de 6 mois si ça ne marche pas. Ça consommerait d'ailleurs moins d'argent souvent que les grandes instances de réflexion qui sont autour de ces sujets-là. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est le point qui est difficile parce que ça veut dire que ça ne sert à rien non plus de s'opposer.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on est sur des sujets de partenariat, d'open innovation. Donc, il faut vraiment comprendre comment fonctionnent les structures. Et finalement, il faut être présent longtemps. C'est-à-dire qu'il faut être là 2-3 ans minimum avant de pouvoir être crédible. Donc, il faut en tenir compte. C'est un paramètre. Mais ce n'est pas évident au départ à modéliser, on va dire. Et si vous aviez un conseil pour une personne qui, comme vous, a eu déjà de l'expérience en tant que salarié, qui a envie de se lancer, qui hésite, qui est encore dans son poste, quel conseil vous lui donneriez aujourd'hui? Je ne crois pas qu'il y ait un seul conseil. Je pense que la meilleure chose, c'est de parler à d'autres entrepreneurs. Moi, c'est ce qui m'a le plus aidé en fait pour progresser, c'est de parler à d'autres entrepreneurs parce que eux, ils sont beaucoup plus cash, ils parlent sans filtre aussi parce qu'on est dans un écosystème où il y a quand même aussi un petit côté paillette un peu et tout se dit pas forcément dans les médias. Donc voilà, et ça c'est la grande chance d'aller dans des incubateurs ou de rejoindre des associations comme France FinTech. Moi, pour ma part, je suis aussi membre d'autres associations dans le secteur, comme InsurTech France ou comme Parité Assurance aussi. Et voilà, de parler avec des gens qui ont vécu cette expérience et qui vont pouvoir donner des conseils très concrets, ça me paraît super important. Voilà. Très bien, merci, c'est noté. Lydie, en un mot, vous en êtes où aujourd'hui? Nous, on avance très bien aujourd'hui, et surtout depuis le début de l'année, parce qu'en fait, ce qui se passe dans le milieu de l'épargne au sens large, c'est que les clients sont de plus en plus équipés, que ce soit en portefeuille, en investissement, en assurance vie, mais aussi en prévoyance, en épargne salariale. Ils ont des contrats partout, si bien que les services de gestion de succession sont débordés partout. Et donc, ils ont de plus en plus besoin d'outils avec de l'IA qui simplifient et qui optimisent parce qu'ils ont carrément du mal à recruter, quoi. Voilà. Donc, voilà, là maintenant, on a notamment Suravenir qui a communiqué sur notre partenariat, mais là, on est en train d'onboarder 3 nouveaux clients, donc on est vraiment en forte accélération maintenant. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé cette expérience. Merci beaucoup.